Belle victoire du Real Madrid et qualification validée pour les huitièmes de la Ligue des Champions. Retour sur cette victoire du Real Madrid face à Braga. C'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Bah, écoute, parfaitement bien, Tom, et j'imagine que toi aussi, malgré une nouvelle fois, le froid madrilène qui semble t'envahir. Ah, le match faisait un petit peu réchauffé quand même aujourd'hui. Allez, petit résumé comme d'hab. Et comme trop souvent cette saison, le Real Madrid va se mettre en difficulté dans ce match et dès la cinquième minute de jeu, Lucas Vasquez commet l'erreur et offre un penalty à Braga qui sera arrêté par Lunin. Lunin qui gardait, oui, les cages madrilènes ce soir puisque Kepa s'est blessé durant l'échauffement apparemment. Le Real Madrid va ensuite prendre quand même le contrôle des opérations. On va pas avoir 36 000 occasions sur la première période, mais Brahim Diaz va ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu. Derrière, ça va plutôt gérer côté Madrid. 1-0 à la pause. Et puis en deuxième période, le Real Madrid est toujours en contrôle. Lunin n'a rien à faire sur la deuxième période. Et les espaces pardon s'ouvrent et le Real Madrid va ajouter deux buts à l'heure du jeu, à l'heure de jeu pardon, grâce à Rodrigo et Vinicius. Victoire 3-0, donc score final. C'est quoi ton ressenti à chaud là? Moi, c'est un match qui était globalement maîtrisé par le Real, mis à part, comme tu l'as dit, cette petite frayeur avec le penalty concédé en début de match. Mais on a vu un Real assez tranquille, qui a maîtrisé les débats face à un adversaire qui n'a pas proposé grand-chose et qui surtout a ouvert le jeu. Et forcément, quand on ouvre le jeu face à un Real Madrid qui est en pleine possession de ses moyens et qui contrôle un petit peu le jeu, bah, ça donne un petit peu ce que ça a donné sur cette deuxième période. Ça donne 3-0 à la fin du match, mais ça aurait pu être encore plus sévère, je pense. Donc voilà, un match assez tranquille, un match plaisant à voir, j'imagine, du stade, mais ça l'était également derrière nos écrans. Il y a eu de très bonnes choses dans ce match, beaucoup de choses positives. Donc voilà, ça nous donne un petit peu le sourire après la petite déconvenue face au Rayo du week-end dernier. Ouais, un petit mot d'abord sur le 11 de départ, avec quelques petites surprises, en tout cas par rapport à ce que nous on s'attendait. Enfin moi surtout. Mendy de retour déjà sur le côté gauche, Lucas Vasquez titulaire à droite. Donc là plutôt de la gestion. Brahim Diaz titulaire en tant que numéro 10. Tu es satisfait à ce niveau-là? En fait, j'ai pas compris le 11 parce que c'est pas du tout l'habitude de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid n'était pas qualifié. Ça reste un match de Ligue des Champions. Il a jamais fait ça. Donc moi, personnellement, je m'attendais absolument pas à ce 11-là. Je pense que j'aurais eu au moins 6 ou 7 erreurs sur ce 11. J'ai pas compris puisque ça ne lui ressemble pas. Donc après, évidemment, ça m'a fait plaisir de voir, par exemple, Brahim Diaz et puis de voir ce turnover. Mais je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, franchement, je pense que j'avais pas la moitié de l'équipe sur le 11 qu'il a aligné. Ouais, je t'avoue que moi aussi je m'attendais par exemple à. Je voyais pas Brahim Diaz, je voyais peut-être qu'il nous sorte potentiellement un Modric en fait en tant que numéro 10 parce que Bellingham c'est logique qu'il allait le laisser sur le banc pour ce match-là. Donc ouais, effectivement pas mal de surprises aussi de mon côté mais des bonnes surprises et puis bah le résultat évidemment lui donne raison. Le contenu donc ça t'a plu. C'est vrai qu'on a une belle deuxième période, mais c'est forcément aussi lié au fait que, bah, comme tu l'as dit, Braga a ouvert le jeu, les espaces. Un peu étonnant d'ailleurs, parce que cette équipe de Braga avait été vraiment intéressante et nous avait pas mal posé de problèmes sur le match aller. Là, c'était un peu tout le contraire, c'est-à-dire qu'ils nous avaient laissé, ils nous ont laissé pas mal de boulevards sur la deuxième période et puis bah, ils nous ont vraiment pas mis en difficulté. Ouais, je pense ils ont été un peu craintifs, ils ont refusé le ballon et on le voit quand le Real a la possibilité de faire le jeu, le Real sait bien le faire également. Je trouve également que le positionnement de Brahim Diaz par rapport à celui qu'opère Bellingham à l'heure actuelle, ça nous a un peu plus plongé dans un 4-3-3. On avait vu sur la fin de match face au Rayo Vallecano. C'était pas tout à fait un 4-3-3, mais ça y ressemblait fortement. Donc je trouve que le Real a forcément beaucoup plus de poids dans ce système-là. Et d'ailleurs, on voit que Rodrigo et Vinicius sont tous les deux décisifs. Et pour moi, c'est pas du tout anodin, encore une fois.
Donc oui, on a eu un adversaire assez faible, mais on a su également faire les efforts. Je trouve que l'équipe a été sérieuse et appliquée jusqu'au bout. Tout le monde était concerné et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'était un match à enjeu, il fallait se qualifier. Tout le monde a fait en sorte que ce soit le cas et forcément, c'est une grosse satisfaction ce soir. C'est un second clean sheet consécutif aussi pour le Real. C'est vrai qu'on craignait quand même pas mal l'absence d'Aurélien Tchouaméni qui était vraiment très fort et solide et qui était un peu le garant de l'équilibre sur ce début de saison madrilène. Mais il semblerait qu'on trouve aussi pas mal notre compte avec Camavinga. Énorme Kamavinga ce soir, c'est très souvent le cas déjà, mais là ce soir il a été exceptionnel. Moi personnellement, on y reviendra certainement sur les top et flop, mais les deux joueurs les plus en vue selon moi, les deux meilleurs et très très largement ont été Valverde et Kamavinga. Et dans cet ordre-là, j'aurais mis Valverde même devant. Même si j'ai adoré Kamavinga, je trouvais Valverde époustouflant. Il était partout, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il faisait des courses vers l'avant, il défendait énormément, il a coupé des actions de manière très intéressante. Donc, ouais, les deux ont été incroyables ici. Mais comme tu l'as dit, ouais, Kamavinga à ce poste-là, c'est très, très fort aussi. De toute façon, c'est un joueur qui sait tout faire. On dit souvent dans le foot qu'un très bon joueur, c'est jouer partout. Kamavinga le prouve, que ce soit en 6 en 8 en latéral gauche. C'est un joueur qui est très, très bon. Je pense que si on le mettait dans l'axe ou si on le mettait un peu plus haut sur le terrain, ce serait pareil. Voilà, c'est un vrai guerrier, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui maîtrise ses gestes. Quelqu'un qui est tout simplement complet, qui a un volume de jeu impressionnant et ouais, ce soir c'était très fort. Mais est-ce que pour toi c'est acté que Camavinga, son meilleur poste, c'est devant la défense? C'est difficile à dire parce que quand il évolue avec Aurélien Tchouaméni en numéro 8, c'est-à-dire un poil plus haut, il est très bon également. Et je ne saurais pas dire s'il est meilleur à l'un ou l'autre poste parce que ça va dépendre aussi de l'assise qu'on a en face de nous. Et forcément, Braga, avec cette assise-là, ne nous a pas énormément dérangé. C'était beaucoup de longs ballons, il n'y avait pas énormément de poids au milieu de terrain. Et donc, on n'a pas vu beaucoup d'opposition pour Kamavinga, même s'il était toujours très bien placé, qu'il a récupéré des ballons et qu'il est toujours dans l'espace où il faut. Mais voilà, il faudrait le voir de plus gros matchs. Je pense tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, que c'est un joueur qui sait s'adapter et qui se met au diapason, peu importe son poste. Il fait briller ses qualités, il fait briller les autres. Et voilà, je pense que c'est pas quelqu'un qui a un poste fixé, figé, mais par contre, c'est quelqu'un qui a un volume de jeu qui est tout simplement, encore une fois, impressionnant. Ça va être vraiment intéressant justement de voir là sur les jusqu'à la fin de l'année, puisque tu vois, Meunier, après on le verra pas, on le reverra pas en 2023. Donc là, il a 2 mois devant lui où il va enchaîner normalement dans ce poste de pivot. Ça va être intéressant de voir avec la continuité à quel niveau il va s'établir. C'est vrai qu'il y a 2, 3 semaines, on disait comment Tchouaméni, on va le sortir du 11, comment Camavinga peut lui reprendre cette place, puisque c'était un peu l'un ou l'autre. Moi, je pense qu'on pourrait rapidement finalement retourner une fois de plus la question et se dire mais comment Tchouaméni va revenir? Parce que Camavinga, s'il enchaîne à ce niveau-là, je pense que ça va être impossible de le sortir du 11 et je serais pas étonné qu'il s'établisse finalement dans ce rôle de pivot parce que je trouve que ce qui lui manque peut-être, c'est quand même dans les 20-30 derniers mètres, le dernier geste, la dernière bonne passe, ou même côté finition, on le voit rarement tirer. Je trouve qu'il lui manque encore ça finalement. En revanche, il a effectivement cette capacité à récupérer beaucoup de ballons, à se projeter très vite vers l'avant et à faire assez rapidement la bonne passe pour que les autres enfin les autres créateurs créent tout simplement les actions, les terminent. Je trouve qu'il lui manque un petit peu ça. Donc moi, je pense que si finalement pivot, je pense que c'est le rôle qui lui convient le mieux. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi En fait, il y a deux choses. Il y a aussi le fait que Aurélien Tchouaméni, lui, je pense qu'il est un petit peu moins à l'aise en numéro 8 qu'en numéro 6. Donc forcément, Mm. de toute façon, c'est un problème de riche, hein. C'est un problème, là, on est en train de se poser la question de qui va reprendre la place, qui va la garder. Au final, on a deux gros monstres et il faut s'en réjouir. C'est deux très jeunes joueurs qui sont très, très compétents. Donc, on peut que s'en réjouir. Je pense que naturellement, il sera toujours un peu plus haut parce qu'Aurélien Tchouaméni, même si, comme tu l'as dit, se projette un peu plus et a cette fenêtre de tir qu'il se crée très souvent. Et c'est un petit peu l'avantage qu'il a sur Kamavinga pour évoluer à un poste plus haut. Je pense que Aurélien Tchouaméni, pardon, en 6, c'est un peu plus son rôle.
enfin, en tout cas son seul rôle, alors que la polyvalence permet à Kamavinga d'occuper divers postes. Ensuite, c'est une question, le football, c'est souvent ça. C'est pas un schéma tactique qu'on respecte, c'est une animation qu'on procure. C'est-à-dire que forcément, dans un milieu de terrain comme on peut le voir, on pourrait se dire que les quatre qui ont le plus de chances de jouer, en tous les cas à l'avenir, ce sont Tchouaméni, Kamavinga, Valverde et Bellingham. Mais on peut aussi se réjouir d'avoir des joueurs comme Toni Kroos qui fait encore un très très bon match ce soir, un Modric qui de toute façon sera toujours là et qui fait encore une très très belle rentrée. Donc on a le choix, on a Dani Ceballos qui n'a pas encore joué quasiment cette saison ou même pas du tout, mais qui est un très très bon joueur. On a énormément le choix. Maintenant c'est une question d'animation comme je l'ai dit. Et forcément, dans ce système-là, le 4-4-2, ce qui permet le 4-4-2 et que permet un petit peu moins le 4-3-3, c'est que tes quatre milieux de terrain vont un peu plus avoir ce rôle de polyvalence. C'est-à-dire que ton numéro 6 peut se muter en numéro 8 avec un coulissement qui s'opère parce que c'est un losange et le losange, les espaces sont un peu plus réduits entre les quatre milieux de terrain et forcément, ça permet beaucoup plus de liberté à ton numéro 6. Enfin, ça en permet autant à ton numéro 6 qu'à tes numéro 8 et ton numéro 10. Donc, moi, je pense que c'est une question d'animation et on a des profils de joueurs, justement, comme tu viens de le dire, qui sont capables de jouer un petit peu partout. Donc, voilà, moi, je pense que l'avenir est plutôt radieux à ce niveau-là. Il faut s'en réjouir, attendre qu'Aurélien Tchouameni puisse revenir de blessure et qu'on puisse profiter des deux, parce que je pense que les deux sont un véritable bonheur pour le moment. Mais voilà, en tout cas, dire qui va avoir le poste de numéro 6, je ne sais pas, c'est compliqué à dire. Je pense tout simplement qu'on a la chance d'avoir des joueurs qui ont un profil polyvalent et qui pourront justement opérer une animation qui sera très fructueuse pour le Real. Problème de riche, rien à ajouter. Un mot sur le coaching de Carlo Ancelotti. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, on n'a pas vu Arda Güler. Il sort Brahim plutôt qu'un des deux Brésiliens. Mais on a vu aussi le jeune Nico Pass. Donc je pense qu'il y a du bon et du un peu moins bon pour toi dans ce coaching, dans tes envies. Ouais, j'ai pas vu sa conférence, fallait que je rentre pour qu'on soit là, donc j'ai pas vu. J'imagine qu'il va dire qu'Arda Güler est pas encore prêt, mais enfin c'est la seule explication que je vois pour ne pas l'avoir fait jouer. Ce qui me dérange un peu s'il dit ça, c'est que je vois pas ce qu'il fait sur le banc alors. Après oui, on a vu Nico Path et ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il aurait pu faire ses changements un poil plus tôt aussi. Il les a fait coup sur coup, donc bon ça va. Mais je pense que voilà, fallait pas attendre. Il a attendu la 70e, je crois, 10 minutes avant au 3-0, tu pouvais le faire. Après, c'est du détail, c'est parce qu'on a envie de voir du sang neuf, on a envie de voir des jeunes. Et ça, c'est le côté un peu supporter fanatique qui parle. Mais en gros, je pense qu'il a quand même bien géré parce qu'il a fait des changements dont on s'attendait pas. On a des joueurs qui ont retrouvé la confiance, je pense notamment aux deux Brésiliens devant. On a des joueurs qui ont eu du temps de jeu, Brahim Diaz avec une belle accolade aussi. Je pense qu'il y a aussi le côté paternaliste et le côté humain d'Ancelotti qui ressort dans ce match avec l'accolade avec Rodrigo. Il l'a dit en fin de match, j'étais sur Movistar Ligue des Champions en Espagne. Il l'a dit qu'il est venu le saluer parce que bah, c'est quelqu'un qui a eu confiance en lui quand il était là dans les mauvais moments. Il lui a encore fait confiance et que c'était normal pour lui d'aller le remercier. Brahim Diaz, on l'a vu, il lui a dit bravo, bravo, bravo trois fois. Voilà, il y a ce côté humain, en tout cas sur la gestion du match et des hommes. Aujourd'hui, Ancelotti, c'est un 10 sur 10 parce que je pense que bah, tout lui a donné raison et il a donné raison à tout le monde. Oui, je suis d'accord. Puis pour Arda Güler, bah il a aussi des informations que nous on n'a pas forcément. Après, c'est vrai que C'est ça. ça tarde un peu, mais puis quand on l'a contre Valence ce week-end, ça va pas forcément être le match non plus idéal pour le lancer. Bon, à voir le scénario, mais je pense que ça va être un match disputé, donc je suis pas sûr non plus que qu'on le voit sur ce match-là. Donc à voir, mais après je pense qu'ils ont raison de le préserver au maximum, et je suppose qu'ils ont de bonnes raisons de le préserver. Bon, on va normalement avoir le temps. Bon, passons un peu sur les joueurs, les perfs individuels. Bon, ton MVP, je pense que tu l'as déjà évoqué. Bon, on a parlé de Camavinga, on n'a pas forcément parlé détaillé un peu le match de Fede Valverde, mais je confirme que depuis le stade, c'est impressionnant de voir que tous les 3 jours, parce que lui c'est un joueur pour le coup qui enchaîne vraiment tous les 3 jours, il est capable d'enchaîner avec toujours ce même volume de jeu, cette activité. Et puis bah là, un match comme ce soir où il y a des espaces qui s'ouvrent, alors lui, il s'est régalé quoi. Ouais, c'est un, c'est un joueur qui a tout simplement tout. Alors parfois,
Il a aussi ses séquences, hein. Il a ses périodes aussi dans une saison où parfois sur 4 5 matchs, on va un peu le questionner. Moi, je me souviens de débriefs, on l'a au moins une ou deux fois par an. On se dit, voilà, il est un petit peu moins bien. Mais par contre, quand il est à ce niveau-là précis, avec cette envie-là, parce que lui, son envie, elle est jamais à remettre en doute, il est impressionnant, tout simplement. Et je pense que c'est le type de joueur qui se fout de savoir contre qui il joue. En fait, il est le même face au Rayo Vallecano sur une 37e journée où le titre est déjà acquis que sur une demi-finale de Ligue des Champions. Il s'en tape. Il a une dalle incroyable. Il a fin de foot. Et ça se voit, ça se ressent. Et franchement, en tout cas, bah, tu l'as dit toi au stade, mais derrière l'écran, c'est pareil. Ça fait plaisir à voir. C'est souvent les efforts qu'on voit pas. Aujourd'hui, c'est encore Rodrigo qui est le MVP parce qu'il a été décisif, c'est vrai. Mais c'est vraiment les stats qui priment dans ces petits titres-là parce que, à mon sens, Valverde ou Camavinga méritent très très largement et nettement au-dessus de tout le monde d'être MVP dans ce match, tant ils ont été absolument géniaux. Ouais. L'autre gagnant, je dirais même le gagnant de cette soirée, je pense, c'est Brahim Diaz qui fait quand même une belle perf. Ouais, 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 il a eu aussi du déchet, comme toujours offensif, hein. Si je le dis pour Vinicius, je suis obligé de le signaler pour lui aussi. Sinon, je serais pas juste. Il y a aussi du déchet. Il y a des fois où voilà, il va s'embourber face à trois adversaires pour voilà, faire un petit peu le genre de soccer five et c'est pas forcément super judicieux. Mais par contre, voilà, c'est un joueur qui met un premier but hors jeu, enfin, faute de Vinicius, un premier but refusé. Au final, il marque quelques minutes après. Il est décisif, il se plaît, il a de l'activité, il était à gauche, à droite, dans l'axe. On voit qu'il a faim. Ça, c'est pareil, hein, je veux dire, sa faim, elle est incontestable. Il a envie de prouver. Il a prouvé, il a eu son temps de jeu, il a eu son opportunité. C'est le grand gagnant, c'est clair. Il y a beaucoup de gagnants ce soir, je trouve, mais c'est vrai que lui, c'est l'un des grands gagnants de la soirée. Et d'ailleurs, je me demande si sa présence n'est pas aussi liée au fait que Rodrigo a été meilleur ce soir. Je les ai vus quand même pas mal les deux combinés, se trouver assez facilement. Ouais, c'est vrai que Rodrigo, ça fait aussi plaisir de le voir comme ça. Une très belle finition, une passe décisive. Enfin voilà, il avait besoin de confiance. Donc c'est pareil, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a eu d'entente entre les deux. C'est des joueurs de ballon, hein, c'est des joueurs qui sont très fins techniquement et forcément ça s'est un petit peu ressenti. Encore une fois, même si c'est pas pour rendre nul notre prestation, mais c'est vrai que c'était très faible aussi. J'ai trouvé défensivement Braga, c'était pas assez agressif, donc ça nous a permis de développer ce jeu-là. Mais tant mieux, ça fait prendre confiance à des joueurs comme ça. Et c'est aussi pareil pour Vinicius qui faisait une première mi-temps, même jusqu'à son but. Un match très compliqué d'ailleurs. Je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça des tribunes, mais il a été sifflé 2 fois sur des pertes de balles, comme si c'était une petite mise sous pression, chose qu'on voit très rarement. Et voilà, par contre, après, c'est aussi les grands joueurs. Il fait un très bel enchaînement sur son but. Et là, ça le libère totalement. Il a fait une dernière demi-heure, bah, comme on aime le voir. Donc, offensivement, ouais, peut-être que cette présence de Brahim Diaz a libéré les deux autres. Mais surtout, je pense que c'est encore une fois une question d'animation. Je pense qu'on est sur un format plus 4-3-3. Et ces deux joueurs-là, les deux Brésiliens en tout cas, sont bien plus à même d'évoluer dans ce type de système que sur un 4-4-2 Losange. Ok. Bon, je t'avoue que pour les sifflets sur Vinicius, j'ai pas forcément, ça m'a pas interpellé. Après, ça siffle, oui, quand il y a une passe de merde, une mauvaise Hmm. passe ou une passe qui est un peu trop, voilà, quand Vinicius par exemple est un peu trop facile, qui fait pas forcément, qui se complique un peu la vie, tout ça, oui, ça peut siffler. Ouais. Après, j'ai pas senti non plus de bronca, honnêtement, personnellement, vraiment pour lui remonter un peu les bretelles, pour lui envoyer un message. Mais je suis d'accord avec toi, sinon sur l'analyse, première mi-temps compliqué, il passe pas. Un peu comme au Rayo finalement, comme face au Rayo, c'est-à-dire qu'il passe pas, et puis après en deuxième mi-temps, clairement il commence à dérouler, et puis cette fois-ci en plus il a eu le côté décisif avec un but et une bonne passe décisive aussi pour Rodrigo, donc oui ça reste un bon match aussi pour Vinicius. L'autre gagnant de cette soirée c'est peut-être Lonin sur deux aspects. Un parce que Kepa, je l'ai dit en intro, s'est blessé apparemment à l'échauffement, c'est physique. La gravité, je la connais pas et Carlo Ancelotti n'est pas encore passé en conférence de presse, donc on n'a pas d'informations sur ce qu'il en est réellement. En tout cas, Lonin était titulaire de manière inattendue et au bout de 5 minutes de jeu, il te sort un penalty. C'est quand même aussi le gagnant. Ouais, clairement, bah, comme tu le dis, si c'est musculaire, forcément, il y a quand même de fortes chances que Lunin joue ce week-end. Et puis Lunin,
Lounine, il a eu deux choses à faire aujourd'hui. C'est un penalty et encore, hein, c'est une chose à faire. C'est très très compliqué pour un gardien. C'est le penalty et puis la parade sur la tête d'Abel Ruiz à la fin. Les deux sont exceptionnels. Enfin, en tous les cas, le penalty est pas super bien tiré, mais je trouve que sa main est très très ferme. Deux arrêts à faire. Les deux sont faits et enfin sont faits et bien faits. Et puis surtout dans le jeu aussi, il a été sollicité, il a trouvé des intervalles, il était bien moins approximatif que d'habitude. Donc ouais, je C'est pense vrai. qu'aussi le penalty le met en confiance. Il était bien, son match, franchement c'est un 10 sur 10. On peut rien lui reprocher. Il arrête un penalty, fait une parade décisive et très très belle à la fin, et il perd aucun ballon au pied. Voilà, c'est un match parfait tout simplement. Ouais, c'est un match très propre. Défensivement, bon, moi, je trouvais Rudiger Nacho très très solide ce soir. Ferland Mendy, c'est un peu pareil. Solide défensivement, après offensivement, c'est toujours pareil. Ça manque de créativité, même de présence, de tout en fait. Il est pas présent. Après, attention sur l'ouverture du score. Beaucoup souligneront le travail de Rodrigo. Et la Son passe. ouverture est absolument parfaite. Franchement, sa passe est vraiment belle. Pour le C'est coup, sa passe est très très belle. c'est vrai. Après, comme tu le dis, c'est la seule chose offensive qu'il a réalisée dans un match où pourtant il y avait quand même de l'espace et où on était sur pratiquement deux véritables ailiers, donc il aurait pu apporter un peu plus. Donc ouais, clairement, malheureusement, comme on le dit bien souvent, le meilleur latéral gauche du club, c'est Kamavinga, mais il peut pas se dédoubler. Donc voilà, peut-être demander à Astérix ou Obélix la petite potion pour en avoir plusieurs sur un match, mais sinon c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, t'as raison de noter en tout cas la passe, parce que même moi, au moment de la passe, je me dis, oh, Ferland, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette passe qui Ah, casse elle était belle. toute la ligne défensive, enfin, le milieu de terrain de Braga. Voilà. Et après, Lucas Vasquez, par contre, quand même en dessous des autres. Surtout le début de match. Surtout le début de match où il cause le penalty. Dans la foulée, il perd un ballon. Il y a eu quelques approximations. Enfin, compliqué. Après, il manque de rythme. Faut le souligner aussi. Carvajal joue beaucoup. Donc lui, peu, forcément. Ouais, c'est le seul joueur qui a été en dessous. On va pas se mentir, on va pas le nier. Après, comme tu as dit, c'est sûr que c'est pas évident. C'est un gars qui est ailier habituellement. Bon, ça fait quand même un petit moment qu'il joue latéral, mais voilà. Et quand on joue à un poste défensif et qu'on n'a pas énormément de repères, c'est pas évident. Mais oui, s'il y a un joueur sur lequel taper un petit peu aujourd'hui, c'est lui. Il y a un penalty bêtement concédé. Quelques minutes plus tard, quand Ferland Mendy se fait déposer d'ailleurs, c'est lui qui revient, qui met un coup d'épaule. Moi, je le trouve limite. Si on lui siffle pas un penalty 5 minutes avant, je pense qu'il peut se siffler. Il n'y a pas scandale qu'il soit pas sifflé, mais il n'y a pas scandale s'il est sifflé non plus. Et puis 2 minutes après, il perd la balle dont tu parlais juste avant. Donc ouais, il fait un premier quart d'heure bien dégueulasse. Et après, bah, c'est même pas qu'il a moins été en vue ou qu'il a été mieux, c'est qu'il a pas eu beaucoup de ballons, on l'a pas énormément sollicité. Donc ouais, c'est pas une prestation qui restera dans les annales, pardon, ça c'est clair. Ouais. Je crois qu'il y a juste Tony Cross qu'on n'a pas forcément évoqué. Bon, je trouve que sa place, elle est bien, elle est bonne. Il a la bonne place à côté un peu des deux foufous que sont Kamavinga et Valverde. Je trouve que son calme fait du bien sur certaines séquences, pardon, pour quand il faut poser un peu le jeu, calmer le rythme, quand il faut orienter à droite, à gauche, tout ça, il le fait parfaitement bien. Je trouve que le trio fonctionne bien. De toute façon, je pense que c'est le meilleur trio de ce début de saison avec Tchouaméni, que ce soit Tchouaméni ou Kamavinga, plus Kroos et Valverde. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux depuis le début de saison. Il n'y a pas photo. Ouais, c'est clair. Encore une fois, Tony Cruz, encore à son âge, c'est très très fort. C'est jeu court, jeu long, c'est incroyable. Sa vista est très très bonne. Il est très juste. Il y a très très peu de déchets. Vraiment, c'est un joueur qui a très très peu de déchets. Il doit être en carrière à plus de 92 passes réussies, 92% de passes réussies. C'est fou. Et tous ces matchs, c'est au-dessus de ça. Donc ouais, c'est très très bon. De toute façon, on l'a toujours dit. Quand le Real Madrid subit un petit peu, il est un petit peu moins, voilà, un petit peu moins en vue et on pourrait s'en passer. Quand le Real est dans des matchs entre guillemets un petit peu faciles où on tient le ballon, c'est un régal tout simplement. C'est un joueur exceptionnel et ça fonctionne très bien avec ses deux autres compères comme tu l'as dit. Aujourd'hui, c'en était encore la preuve. Ouais. Bon, conclusion, qualif validé et quasi première place également, puisque Naples a concédé le match nul contre l'Union de Berlin. J'ai vu ça. 5 points séparent donc les deux équipes Ouais, c'est ça. qui s'affronteront.
qui s'affronteront, pardon, sur le prochain match. On les reçoit ici au Bernabéu. Donc voilà, superbe soirée en conclusion. Bref, merci Rota, merci à tous d'avoir écouté le débrief. Sur ce, Merci Tam. passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours. Et puis on se dit bah à très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.